Alors, bonjour tout le monde ou bonsoir si vous êtes en Europe. Bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et c'est un plaisir de te retrouver encore une fois pour un autre live aujourd'hui. Et j'ai le bonheur de recevoir un invité qui sera, je suis certaine, t'inspirer parce qu'il est la preuve vivante qu'il existe plusieurs chemins pédagogiques qui peuvent mener à la réussite. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Perron qui va venir nous parler de l'innovation en éducation. Alors bonsoir Bonjour. Julien. Oups. Oui, bonjour pour le Québec. Oui, bonjour Andrea. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, et toi? Oui, ça va bien aussi. Et aujourd'hui, justement, on va parler ensemble de l'innovation en éducation, pas juste parce que tu es aussi le fondateur de la revue qui porte ce titre-là, mais aussi parce que tu as un parcours quand même assez, je dirais, différent des fois un peu de qu'est-ce qu'on rencontre au niveau de la facilité de l'éducation. Et on voit des gens qui vont réussir et on associe tout de suite, c'est parce qu'ils ont eu un parcours scolaire super facile. Mais toi, justement, tu vas pouvoir nous parler de ton vécu personnel, scolaire et de ton vécu même professionnel, à quel point que, dans le fond, il existe plusieurs chemins pédagogiques qui peuvent mener à la réussite. Alors, j'ai fait quand même un sommaire qui te présentait cette semaine dans plusieurs publications Facebook, mais je vais te laisser te présenter pour que les gens te découvrent un peu plus qui tu es et d'où tu viens. Ok, merci. Moi, comme je le dis très souvent dans des interviews, que je me considère comme un citoyen du monde. Parce que je trouve que globalement, vraiment à l'échelle mondiale, on a pris cette habitude, tu sais, de mettre des étiquettes un peu sur tout, de coller une étiquette comme ça sur les gens ou sur n'importe quoi. Et donc, moi, j'aime bien, si on doit me coller une étiquette, l'idée de citoyen du monde, parce que c'est ce que je ressens profondément. J'ai vraiment le sentiment de participer à mon échelle à apporter une pierre positive sur la planète, à semer des graines, à inspirer les gens, à accélérer probablement les prises de conscience, tout en mettant à contribution mes excellences et mes talents. Et je suis convaincu que de manière innée, on est tous très très bons dans plusieurs choses. Donc moi, j'appelle ça des excellences. Et j'ai eu cette chance, à mon avis, de pouvoir les révéler assez tôt dans mon parcours. Et donc, à un moment donné, de me dire, mais comment je peux mettre justement à contribution ces excellences pour les autres? Et donc, du coup, j'ai créé mon entreprise il y a plus de 20 ans maintenant en arrière, qui était au départ une agence de communication, non, une agence de voyage, enfin, un ressemblant d'agence de voyage où typiquement j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable et du monde du bien-être en France sans m'en rendre compte. Et puis après, ça m'a amené à créer l'agence de communication Néo Bien-être. Donc, s'il me faut mettre une étiquette citoyen du monde, et puis on peut dire chef d'entreprise intuitif. Et après, par la suite, j'ai fait plein de choses. Oui, mais justement, comme tu dis, tu as fait plein de choses, tu as réalisé plein de choses, mais toi, au départ, quand tu as commencé à fréquenter, je dirais, un établissement scolaire, ça n'a pas été si facile que ça là, pour toi de dire que tu vas, tu n'étais pas enfant en disant, OK, moi, c'est sûr, je vais créer des entreprises et je vais faire tel truc. Toi, quand tu étais enfant, tu t'es heurté quand même à plusieurs difficultés qu'il a fallu que tu surmontes. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu justement que aujourd'hui, tu portes le message, moi, je trouve, en toi de l'innovation en éducation parce que tu as connu beaucoup de difficultés, mais justement que tu nous partages, c'est quoi justement que tu as dû surmonter et à quoi tu as dû faire face quand tu étais jeune à l'école? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que mon parcours de vie est un parcours assez banal. Parce que, et c'est là où peut-être que ça peut faire écho auprès des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Alors, en fait, moi, je suis né dans une famille extrêmement modeste. Mes parents étaient gardiens d'immeubles. Je ne sais pas si ça existe au Québec. Oui, on appelle ça des concierges. Ok, très bien. Et donc, du coup, on vivait, nous, à 4 dans un 40 mètres carrés. Donc, je te laisse imaginer, c'était pas très grand. Et donc, du coup, on n'avait pas de chambre, on dormait tous dans la même pièce. Et le côté qui était assez étonnant, c'est que les habitants de l'immeuble qu'on gérait étaient tous des milliardaires. Donc, on vivait dans un... Ça s'appelle Avenue Montaigne, là où on était. Et c'est tout un quartier où il y a beaucoup de millionnaires et de milliardaires. Je crois que c'est la deuxième avenue la plus belle du monde. Donc, c'était assez contrastant d'être dans cet univers très confiné et en même temps d'avoir cette connexion avec ces gens qui gagnent extrêmement beaucoup d'argent. Et donc, du coup, dans mon parcours scolaire, on allait à l'école qui était dans ce quartier. Donc, c'était une école aussi quand même qui était plutôt privilégiée, mais qui était une école publique malgré tout. Mais bon, j'étais entouré d'enfants qui habitaient dans le quartier. Donc, c'était assez safe dans la tête de nos parents, j'imagine. Et assez tôt, on m'a mis une étiquette justement sur le dos et on m'a dit que j'étais dyslexique et dysorthographique.
Alors, comme je le dis dans un TED que j'ai réalisé, qui s'appelle L'éducation à la vie, je dis que on n'avait pas besoin de me mettre une étiquette sur le dos parce que déjà, intuitivement et sans être très intuitif, je voyais bien en fait que j'étais différent des autres. Je parle au niveau de mes capacités je sais pas, à faire une bonne dictée, à remplir les devoirs qu'on m'en demandait. Je voyais bien que moi, je mettais beaucoup d'énergie, que j'avais des camarades qui faisaient peut-être deux fois moins en termes d'énergie et qui avaient deux fois plus en termes de résultats. Et donc, quand on m'a posé cette étiquette, ça a été un peu compliqué parce que de ce que j'ai vécu à l'époque, moi j'ai 42 ans, de ce que j'ai vécu à l'époque, c'est que quand on te dit que tu es différent, quand tu es un enfant, tu sais pas comment le gérer parce que toi, intérieurement, tu n'as pas du tout l'impression d'être différent. Tu as l'impression d'être quelqu'un de normal. Tu vois juste que tu as des difficultés, mais tu te sens pas différent. Et ce qu'il y a, c'est que ton environnement, donc proche, c'est-à-dire les élèves avec lesquels tu es, l'enseignant qui est présent, globalement, en fait, l'école dans laquelle tu te trouves, te renvoie ça en permanence, que tu es différent. Et donc, moi, je trouve que j'ai eu de la chance parce que j'ai transformé cette différence et je me suis dit, bah, ok, si je suis différent, bah, je vais l'utiliser, quoi, en gros. Même si à l'époque, évidemment, je pensais pas comme ça, hein, je le conscientise maintenant. Mais moi, pour compenser cette différence, je suis devenu clown dans la classe. Donc, en gros, je faisais rire tout le monde. Tu vois, j'étais le clown, quoi. Et ça a duré tout mon parcours scolaire parce que jusque très loin, tu sais, quand tu passes des diplômes, j'étais toujours un peu dans cette énergie-là. Moi, je venais à l'école pour m'amuser, pour faire des bêtises. Et je suivais pas trop. En tout cas, les enseignants avaient beaucoup de mal à retenir mon attention. Moi, j'étais à côté de la fenêtre, je regardais ce qui se passait à l'extérieur, où je dessinais, où j'embêtais mes camarades, mais de manière un peu sympathique. Tu vois, j'étais pas quelqu'un de méchant. Donc, ce qui veut dire que j'ai essayé de passer tous les diplômes qui existent, mais j'ai jamais réussi à avoir de diplôme. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de diplôme. Mais pour autant, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 10 ans, on a fait partie d'un programme scolaire où on est parti pendant un mois aux États-Unis, à Milwaukee précisément, et on était tous dans une famille d'accueil. Et ça, pour moi, dans ma petite vie, ça a été mon premier grand déclic, parce que quand j'étais là-bas, j'avais l'impression que c'était une évidence pour moi en fait de vivre cette expérience. Je me sentais très à l'aise. Pour autant, je parlais quand même pas très bien anglais, mais j'arrivais à me débrouiller. En tout cas, je le vivais super bien, à tel point qu'au bout d'un mois, je voulais pas rentrer en France. Je pleurais, je voulais rester à l'école là-bas aux États-Unis. Je voulais vraiment pas rentrer chez moi parce que j'avais le sentiment d'apprendre 100 fois plus dans cette expérience de vie que quand j'étais sur les bancs de l'école. Donc, quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de voyager et je leur ai dit ce que je viens de te dire, en fait, que j'avais l'impression que j'avais appris tellement de choses, que c'était génial et donc j'avais vraiment envie de revivre cette expérience. Et ils m'ont dit, bah oui, mais bon, tu sais que l'argent tombe pas comme ça, donc il va falloir que tu gagnes de l'argent. Donc, je les ai aidés à nettoyer les escaliers, à nettoyer les appartements, à faire du ménage. Et puis, donc, j'ai collecté un petit peu de sous comme ça de côté jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois, 15-16 ans, où j'ai fait mon premier voyage seul, c'est en mode backpacker. Et puis après, voilà, ça a été une belle révélation dans ma vie parce que maintenant, j'essaie de partir très régulièrement seul. Je trouve que c'est le meilleur outil en développement personnel. Et donc, ce déclic-là m'a amené, en fait, c'est comme si ça avait ouvert d'un coup une grande boîte que je soupçonnais pas. Et donc, ça m'a amené à davantage m'intéresser à moi, à me comprendre, en fait, à comprendre, mais en fait, pourquoi je suis différent, d'où ça vient, etc. Et de chercher à comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais, j'en suis venu aussi à m'intéresser à la politique, à l'économie, à l'environnement, à la société. Et donc, très tôt dans mon parcours de vie, j'ai pris du recul sur la société et j'ai vu un peu comment les choses évoluaient et comment elles tournaient, quoi. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose qui tournait pas rond, justement. Donc, comme à l'époque, il y avait quand même très, très peu de livres dans les librairies qui parlaient de développement personnel, en 94, je suis tombé sur un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle La prophétie des Andes. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais. Je connais. Ma mère, elle l'a chez elle, oui. Moi, je l'ai lu, là, je ne sais pas si elle l'a encore, mais oui, je connais très bien. Et alors, ce livre, pour moi, ça a été une révélation parce que ça a pointé du doigt tout ce que je pensais et ce que je disais déjà à l'époque. Et donc, je me sentais un petit peu seul. Tu sais, je commençais un peu à discuter autour de moi des belles découvertes que je faisais sur moi, en fait. Et donc, tu sais, quand tu en apprends sur toi, tu en apprends sur les autres. Oui. Mais je sentais que j'avais pas d'oreille attentive ou parfois on se moquait un petit peu de moi. Et donc, quand je suis tombé sur ce livre, je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis pas seul. Et donc, du coup, j'allais souvent dans des librairies où j'avais découvert ce livre. Et à l'époque, en 94, je crois qu'on devait avoir peut-être 10 ou 15 livres en développement personnel. Je les ai tous lus.
Et donc, du coup, ça a ouvert une autre porte, ce qu'on appelle maintenant la connaissance de soi ou le développement personnel. Et Mais ça il y avait m'a... beaucoup de livres à l'époque, en tout cas, de Lise Bourbeau, là. Oui, tout à fait. Oui, Écoute ton corps, oui, ouais, c'est ça. complètement. Ouais, Oui. complètement. Et donc, ça m'a amené, par l'intermédiaire de mon frère, à m'intéresser aux arts martiaux. Et mon frère m'a fait découvrir le Kung Fu. Alors, du coup, j'en ai fait pendant 14 ans. J'ai été passionné du Kung Fu. J'ai été champion de France en 99, puis après en Île-de-France. Et ça a été un autre volet dans ma vie qui m'a amené à m'intéresser, pour le coup, davantage à mon corps et à mon esprit. Et puis, de manière un peu plus, si tu extrapoles, aussi aux énergies, parce que c'est avant tout un art énergétique. Donc après, j'ai fait du Qigong, j'ai fait du Tai Chi, je me suis intéressé à tout ça. Et donc, globalement, pour essayer de raccourcir, avec tout ce bagage que j'avais déjà emmagasiné, donc dans ce cheminement de la connaissance de soi, je suis arrivé à 23 ans dans une entreprise où je faisais un métier qui ne me correspondait pas, en tout cas dans lequel je ne m'épanouissais pas. Et avec déjà cette conscience de me dire, je ne vais pas travailler pendant 40 ans dans ce type d'atmosphère, parce que du coup, ça n'a pas de sens. Je mets à contribution mes compétences, mais pour quelque chose qui n'a pas de sens. J'avais une soif de liberté, parce que déjà, je voyageais beaucoup. Et donc, quand tu voyages de plus en plus, tu as vraiment cette soif de liberté. Et donc, je me suis dit, ok, je vais créer mon entreprise. Sauf que si on se replonge dans le contexte, pour montrer à tout le monde, en fait, comme quoi c'est possible, à l'époque, j'ai 23 ans. Je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris. J'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent en poche. Je sors d'une période où j'ai été pendant 6 mois à la rue. On dit SDF ici en France. Et je me lance contre toute attente. Je dis contre toute attente parce qu'au moment où je commence à dire à ma famille, à mes amis proches, je vais créer une entreprise, je vais créer des séjours originaux dans le monde du tourisme, tout le monde me dit, mais t'es fou, Julien. Ça va jamais marcher. Tu connais pas le tourisme, t'as pas les diplômes, tu sors d'une période où tu étais à la rue pendant de nombreux mois. Là, tu viens de trouver un boulot, tu commences à gagner un petit peu ta vie. Je leur ai dit, non, faites-moi confiance. Moi, je sens qu'il faut que je le fasse et je vais le faire. Donc, du coup, je l'ai fait. Et donc, ça a été compliqué les 2-3 premières années, le temps que le modèle économique se forme, en fait, qu'il y ait quelque chose de cohérent. Et puis après, ça a décollé. J'ai fait appel à des investisseurs, donc il y a des investisseurs qui sont rentrés dans l'entreprise. C'est pas des grosses sommes, mais ça m'a permis de sortir de ma chambre de bonne et ça m'a permis surtout de commencer à employer. Et donc du coup, on s'est retrouvé à 6 personnes à développer le projet que j'avais mis en place. Et puis voilà, tu vois, depuis, ça ne cesse de grandir. J'ai encore 16 projets sur mon bureau à mettre en place. Et pendant tout ce parcours, c'est pour ça que je dis que je suis un chef d'entreprise intuitif, c'est que tout ce que j'ai mis en place, je l'ai mis de manière purement intuitive. Donc, je suis devenu réalisateur et producteur de films avec le film C'est quoi le bonheur pour vous et le film L'école de la vie, une génération pour tout changer. On est devenu créateur d'événements avec le Festival pour l'école de la vie à Montpellier, qui est un gros événement maintenant puisqu'il attire 15 000 personnes de la France entière et de 8 pays. On a créé un congrès qui s'appelle le Congrès Innovation en Éducation. On a créé un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qui est déjà distribué à plus de 11 000 exemplaires en quelques mois. Et puis, on a créé le magazine dont tu parlais, le magazine Innovation en Éducation. On fait des séjours, vélo, yoga et méditation. En fait, on fait beaucoup de choses. On est vraiment pluridisciplinaire. Et tout ça, je l'ai mis en place vraiment de manière purement intuitive. Alors, je vais te donner un exemple pour que les gens comprennent. Oui. Par exemple, le Festival pour l'école de la vie, c'est parti du postulat qu'à un moment donné, j'ai écrit un article qui était ma vision et mon envie de créer une école différente, une école nouvelle ou une école positive ou alternative, peu importe comment on l'appelle. Et donc, j'ai publié cet article sur notre site internet et en 3 mois, on a reçu 600 emails de personnes qui voulaient nous aider à créer cette école. Et donc, moi, je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant de monde qui pouvait être intéressé par créer des écoles différentes. Oui. Donc, comme j'avais du mal à répondre à tout le monde, je me suis dit, tiens, je vais organiser un pique-nique et je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger, une nappe et tout. Puis, on se retrouve dans un endroit sympa en pleine campagne et puis on continue à avancer dans l'idée de créer cette école. Et donc, ça a été un gros pique-nique puisque les 600 personnes sont venues, donc chose auquel je ne m'attendais pas. Et à l'issue de ce pique-nique, comme on avait passé une merveilleuse journée, on s'est dit qu'on avait envie que ça dure plus longtemps parce qu'une journée, c'était un peu frustrant. Et donc, on a imaginé un concept et on s'est dit, tiens, on va l'appeler le Festival pour l'école de la vie, puisque l'école que je veux créer s'appelle l'école de la vie. Et puis, on va essayer de faire ça sur 3 jours et on va trouver un lieu dans Montpellier pour essayer d'attirer un maximum de personnes. Et on est passé de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après. Et là, on a fait un bond géant. On s'est dit, waouh, on ne pensait vraiment pas qu'il y avait autant de monde qui pouvait être intéressé par ce que nous, on pensait de l'éducation.
Et voilà, donc maintenant, ouais, il y a 15 000 personnes qui viennent. Et donc, tu vois, si à l'époque, on m'avait dit, Julien, tu vas organiser un festival avec 220 exposants, avec 35 conférences, 15 000 personnes qui viennent, j'aurais dit, bah non, j'ai pas le temps. Et puis, c'est pas mes compétences, je sais pas le faire, donc je le ferai pas. Et ça a été pareil pour le film C'est quoi le bonheur pour vous? Enfin, tout ce que j'ai mis en place, le film, si on parle du film, par exemple, ben moi, j'ai pas les compétences. Je suis pas réalisateur. Oui, tu voulais dire Non, et même l'École de la vie, il y a aussi un documentaire qui a été réalisé. Hein. Tout à fait. Ouais. Ouais, je vais mettre les coordonnées justement qui vont passer dans le bas parce que l'École de la vie, pour ceux qui seraient intéressés à voir le documentaire ou à avoir d'autres informations, donc les coordonnées vont défiler dans le bas de l'écran. Alors, je te laisse poursuivre sur ce que tu allais dire. Mais j'ai plusieurs questions pour toi, alors vas-y. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'était pour donner un deuxième exemple parce que, pareil, tu vois, réaliser un film, pour moi, c'était pas imaginable à l'époque. Enfin, ça rentrait pas dans ma réalité parce que c'est des millions et des millions d'euros, parce qu'il faut avoir fait des études là-dedans. Enfin, tu vois, ça peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un si c'est pas son métier ou si c'est pas sa passion. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis parti à Québec, justement. J'y suis resté 1 mois. Et pendant ce séjour, bah, moi, j'aime bien dormir chez les gens, tu sais, quand je me déplace. Et un jour, je dormais chez une jeune fille et il faisait, je crois, moins 40 degrés. Il y avait beaucoup de blizzard et puis en fait, on ne pouvait pas sortir. C'était un peu compliqué. Donc, du coup, on a parlé de beaucoup de choses. On a refait le monde. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur. Et j'avais mon téléphone qui était posé sur la table de la cuisine et je lui ai demandé spontanément, est-ce que ça ne te dérange pas si je te filme? Et c'est en regardant cette vidéo après le soir que j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, bah tiens, comme je suis 1 mois à Québec, je vais en profiter pour interviewer les Québécois sur mon parcours, s'ils ont envie. Je vais leur poser cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et puis on verra bien où ça nous mène. Et pour raccourcir, bah, en fait, ça m'a mené pendant 4 ans à aller dans 25 pays et à interviewer 1500 personnes autour de cette question. Donc, si je comprends, c'est à partir d'un téléphone que tu as réalisé ton premier film. Là. Exactement. Et d'ailleurs, cette première vidéo que j'ai faite, on la retrouve dans le film. Justement, c'était un petit clin d'œil pour la personne. Et donc, du coup, ben, au bout de 4 ans, j'avais 300 heures de rush. Et de manière purement intuitive, je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire un film. Mais comme je te le disais, moi, c'est pas mon métier, donc c'était très intuitif. Et voilà, et après, bah, tu sais, moi, une partie de ma vie se résume bien avec des synchronicités. Il se passe beaucoup de choses très synchrones dans ma vie. Je vais rencontrer les gens au bon moment ou les situations vont se présenter comme ça au bon moment. Et donc, au moment où j'étais en train de réfléchir à trouver un professionnel qui pourrait m'aider justement à réaliser un film, je reçois un appel téléphonique d'un jeune homme qui cherche à faire un stage dans une entreprise et qui est en train de se former en 3D dans le monde du cinéma avec déjà 10 ans d'expérience derrière lui. Et donc, quand il se présente à moi, je lui dis, bah, écoute, je ne sais pas si vous venez au bon moment, mais moi, j'ai envie de réaliser un film que je vais peut-être appeler C'est quoi le bonheur pour vous, mais je n'ai pas les compétences. Est-ce que vous pensez qu'en 3 mois, vous pouvez réaliser ce film? Et je l'entends rigoler et il me dit, mais vous savez, c'est rigolo parce qu'il y a à peine 2 mois en arrière, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai appelé C'est quoi le bonheur pour vous? Et j'ai trouvé ça énorme. Donc, je lui dis, bah, écoutez, il faut que vous veniez, il faut qu'on se rencontre. Du coup, il a fait son stage dans l'entreprise. Après, il est devenu salarié dans l'entreprise et on a créé le film ensemble, on l'a monté ensemble. Ça a mis 9 mois, le temps d'une grossesse. Et puis après, du coup, on a communiqué sur le film et c'est là où la magie est opérée. C'est que, en l'espace de quelques mois, on recevait plus de 60 demandes par jour de cinéma, de personnes qui voulaient organiser des projections, qui fait que maintenant, depuis sa sortie là, en 2017, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. Donc, voilà un exemple, tu vois, encore un exemple. Si on m'avait dit, bah, Julien, tu vas réaliser un film et il y a plus de 2 millions de personnes qui vont voir ton film, et en plus, tu vas aller dans plus de 300 salles de cinéma pour discuter avec eux, tu vas faire des tournées au Canada, en Belgique, en Suisse, au Maroc, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, j'aurais dit, mais non, j'y crois pas du tout, quoi. Donc, moi, je pense, et tu le disais un petit peu au tout début, je pense que je peux représenter un peu ce champ des possibles en disant que bah, tu peux partir de rien et tu peux réussir à créer ta vie de rêve sous condition, et je pense qu'il y a quand même une condition, c'est de mettre à contribution tes talents, donc de déceler tes talents, là où vraiment toi, tu es très très bon dans plusieurs choses, et de les mettre à contribution pour les autres. Donc de les mettre à contribution pour, je sais pas, la planète, l'humanité, ton quartier. Mais dès que tu es dans cette dynamique, j'ai l'impression que c'est une des conditions humaines en fait qui nous permet de tendre déjà vers le bonheur. Et au-delà de ça, d'être vraiment dans notre pleine puissance, d'incarner réellement qui on est, quoi. Et c'est pour ça que moi, je mets de l'énergie dans l'éducation, parce que j'ai envie qu'on accompagne les enfants justement dans cette direction. Tu vois, le plus tôt possible, qu'on réussisse à déceler là où ils sont doués de manière innée,
et qu'on les accompagne tout doucement dans cette direction. Et là, je crois qu'on fait un joli cadeau à l'humanité. Voilà. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça, justement, que moi aussi, j'ai parti mon entreprise pour essayer d'aider les parents et d'accompagner tous les intervenants en éducation pour placer le bien-être au cœur de l'éducation, mais aussi pour développer le plein potentiel des enfants et non de formater des individus qui vont correspondre à la normalité sociétaire. Et oui. Et oui, et ça, c'est certain. Et justement, j'ai plusieurs trucs à te dire, là. Alors, premièrement, on va commencer avec... moi, ce que je trouve admirable chez toi, c'est que tu t'es pas défini par l'étiquette qu'on t'a posée. Parce que j'ai travaillé longtemps dans l'enseignement et j'ai tout le temps trouvé qu'il y a des enfants, puis c'est vrai, comme tu disais, il y en a qui nous collent des étiquettes, mais il y en a qui vont se définir avec leur étiquette et ils vont se limiter à ça. Et ça va faire des adultes qui vont avoir des croyances limitantes. Par exemple, moi, je pourrais pas réaliser un film parce que pour écrire un film, il faut écrire un scénario, puis j'étais pas bon en écriture. On m'a toujours dit que ça servait à rien, je réussissais pas, alors je le fais pas. Donc, tu comprends, tu sais, ça, des fois, il y en a qui vont juste dire, moi, je peux même pas essayer d'aller oser d'essayer un domaine parce qu'ils vont se définir en disant, moi, j'étais pas bon parce qu'à l'école, c'était comme ça qu'on me définissait. Alors, moi, c'est pour ça que justement, je t'admire beaucoup, puis je voulais que tu viennes en parler, que c'est possible d'essayer et d'oser. Et là, c'est sûr que je m'en vais vers des questions par rapport à ça, parce que il y en a qui vont quand même se dire, oui, mais comment qu'il a fait Julien pour dire, là, on a compris que c'est d'une idée comme ça qui est venue, mais à un moment donné, sûrement que tu dois écrire tes idées à quelque part, sûrement que tu dois collaborer avec des gens, correspondre avec des gens. Alors, comment qu'une personne dyslexique, dysorthographique arrive à communiquer facilement aujourd'hui? Puis on sait qu'aujourd'hui, tu dois communiquer certainement plusieurs fois avec plusieurs personnes. Alors, comment tu arrives quand même à te débrouiller? Je crois qu'il y a un élément aussi qui est déterminant. Oui. Et j'aimerais beaucoup justement qu'on l'amène dans l'éducation, c'est le savoir-être et la connaissance de soi. Oui. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ça existe très très peu dans nos systèmes éducatifs. En Finlande, commence. En tout cas, moi, en Finlande, j'ai vu des progrès dans le programme éducatif qui a changé, là, mais c'est la seule place. Oui, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce qui manque. Et encore, je ne sais pas de manière très exacte ce qu'ils font en Finlande, mais pour moi, ce qui serait donc déterminant, c'est qu'il y ait au moins 50% lié au savoir-être. Et donc, qu'on apprenne réellement à se connaître, tu vois, à connaître qui on est, nos émotions, à déceler nos excellences dont je te parlais. Et puis que surtout, ça s'intègre après dans notre vie de manière parfaitement logique, au même titre qu'on se brosse les dents ou qu'on mange, que ça devienne une hygiène de vie, en fait, de prendre soin de soi. Oui. Et non pas ce qu'on nous fait croire dans la société ou dans les religions, comme quoi c'est égoïste de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Et moi, je pense que ça devrait être une priorité. Et même au-delà de ça, je pense que c'est une responsabilité citoyenne, tu vois, de s'occuper de soi. Donc, comme je te disais que moi, j'ai commencé très tôt ce chemin de connaissance de soi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand tu es dans ce cheminement-là, ce qui vient assez rapidement, c'est la confiance que tu peux avoir en toi. Et pour la plupart d'entre nous, quand on a été à l'école, c'est pas évident d'avoir confiance en toi. En tout cas, il y a tout qui fait que il faut vraiment être fort psychologiquement pour être sûr de soi et pour avoir confiance en nous, quoi. Et cette confiance qu'on peut avoir le plus tôt possible, donc c'est pour ça que pour moi, dès l'éducation, ça serait l'idéal, quoi, de tirer les enfants vers le haut. Mais après, ça t'aide dans ta vie d'adulte et ça t'aide après toute ta vie, quoi. Oui. Et donc mais comment tu as fait, toi? Justement, tu parles de la confiance, mais comment tu as fait, toi, pour t'en construire une? Tu sais, si tout le monde te dit, toi, tu es dysorthographique, dyslexique, etc. Mais comment tu as fait t'en construire une? Est-ce que c'est tes parents qui te valorisaient beaucoup? Est-ce que, tu sais, ou c'est toi-même qui s'en est construit une? C'est moi. En fait, c'est ce cheminement de connaissance de soi dont je te parlais. Oui. Donc, comme j'ai commencé très tôt à lire des bouquins et donc en apprendre sur moi, déjà, ça m'a appris à mieux me connaître et à mieux comprendre la psychologie humaine et à mieux comprendre les gens. Donc ça, déjà, tu sais, quand tu commences tôt dans ton petit parcours de vie, donc je devais avoir, 12-14 ans, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, qui vont dans cette direction. Donc moi, je pense que ça a été un vrai allié. Et le deuxième point qui m'a permis d'avoir confiance en moi, pour moi, ça a été les arts martiaux, donc le kung-fu. Parce que j'ai vu, en fait, que j'étais bon dans quelque chose. J'ai vu que le maître, il me portait attention et il me tirait vers le haut, justement. Tu vois, il croyait en moi, très clairement. Et donc, tu vois, ça m'a amené quand même à être champion de France et champion d'Île-de-France. Et je pense qu'à l'époque, quand j'ai commencé le kung-fu, on m'aurait dit tu vas être champion de France, je ne l'aurais jamais cru non plus. Donc, ce qui est important dans tout ça aussi à retenir, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, quand on est des enfants, on a, on va dire, deux environnements. Il y a l'environnement scolaire, donc l'école, et il y a l'environnement parental. Donc,
l'idéal, ce serait que dans les deux, et dans l'environnement parental et à l'école, déjà, on nous tire vers le haut, qu'on essaye de plus nous mettre dans une boîte, de tous nous mettre dans une boîte, donc comprendre quand même qu'on est tous différents. Et donc, si on faisait ça, bah, forcément, au bout d'un moment donné, tu acquiers confiance en toi très tôt, tu vois, parce que on a su soit t'isoler, soit comprendre comment tu fonctionnais, et en fonction de ta méthodologie d'apprentissage et de qui tu es, on t'accompagne dans cette direction. Donc, c'est quasiment du sur-mesure, mais pas tant que ça, en fait, parce que quand tu écoutes les enseignants, ceux qui sont vraiment passionnés, ils arrivent à relever très rapidement comment l'enfant il va avancer, tu sais, dans son parcours scolaire. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment faire ça. Donc, pour moi, ça a été les arts martiaux, mais pour quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut être, je sais pas, la peinture, ça peut être le dessin, ça va être un sport aussi, pourquoi pas. Donc, tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que si à un moment donné, on trouve que notre enfant, il a perdu confiance, il se peut qu'il puisse développer d'autres compétences et exceller dans trop de choses. Et donc, de ce fait, forcément, là, il va retrouver confiance en lui. Et la confiance, c'est vraiment un des points qui est crucial pour plus tard, en fait, dans notre vie d'adulte, parce qu'on sait que tout part de l'éducation et tout part de l'enfance. Ouais, je dirais la confiance et l'estime de soi, justement. Donc, Oui, plus tout à qu'on va fait. donner de l'estime de soi à personne, parce que l'estime de soi, il y en a deux types, celle que nous, on a envers nous-mêmes qu'on va se donner, mais aussi on en a qui vient de l'extérieur de par ce que les gens vont nous dire. Alors, c'est certain, comme on disait, plus on se fait coller des étiquettes, plus c'est difficile d'en avoir, mais comme tu dis, il arrive des fois d'autres domaines qu'on arrive à se découvrir et ça va nous donner confiance en nous, où là, justement, notre estime de soi va aussi augmenter. C'est ça. Et tout ça a fait en sorte que justement un jour, comme tu dis, tu as décidé de partir ton entreprise, mais comment qu'on fait quand on n'a pas de, comme tu disais, là, parce qu'il y a des jeunes sûrement qui t'écoutent, puis j'en connais là, qui justement ont dû soit abandonner le parcours scolaire parce que c'était trop difficile pour eux. Et comment on fait justement si là on dit, OK, moi je veux partir, comme tu disais, une entreprise, tout ça. Alors, est-ce que tu es allé voir des gens qui connaissaient ça? Est-ce que, là, je sais que tu es un chef intuitif, donc tu es allé avec ton intuition, mais quand même, là, des fois, on sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient mis en place, il y a de la paperasse. Donc, comment tu as fait? Tu es allé voir des gens, cogner à des portes pour justement dire que là, tu crées ton entreprise? Alors, déjà, moi, je suis convaincu qu'on apprend mieux par l'expérience. Oui. Donc, quand tu es dans l'expérience, Oui. Et donc, chef d'entreprise, typiquement, nous, en France, on ne nous l'apprend pas. Il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat. Okay. Tu vois, on n'est pas dans cette culture entrepreneuriale. Donc du coup, j'ai appris sur le terrain. Et là, on en vient, pour moi, à une autre compétence qu'on devrait développer, c'est la curiosité. Tu vois, la curiosité et la créativité, on va dire 2 points. C'est des choses qu'on développe pas trop, je trouve. En tout cas, on va dire en France, peut-être un peu plus au Québec, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'en France et en Europe, on nous coupe quand même assez tôt de notre potentiel de créativité et de curiosité. On nous amène pas à faire des recherches par nous-mêmes. En fait, on nous fait croire que la vie, elle se résume à une vision des choses, mais on nous pousse pas à aller. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres chemins, les gars. Peut-être ça peut être intéressant. Je confirme que c'est plus en France qu'au Québec, ça. Okay. Oui, oui, j'ai fait une formation où est-ce qu'on était avec beaucoup de Français, puis justement, l'enseignante nous disait, OK, là, les Français, il faut que vous appreniez à aller chercher par vous-même, parce que c'est vrai, là, ce que Julien est en train de dire, qu'en Europe aussi, là, je pense que c'est ça, vous êtes tellement habitués de vous faire diriger, encadrer, que c'est moins comme typique que nous, on est appelés à faire beaucoup de recherches des fois, puis de présenter des projets avec de la recherche qu'on a faite, tandis que vous n'avez pas ça, là. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est comme si nous, on nous déresponsabilisait assez tôt. Oh, ouais. Alors que, tu vois, dans des pays anglo-saxons comme le tien, on vous responsabilise un peu plus à un certain niveau, quoi. Oui. Et donc du coup, ça nécessite, comme je te disais, d'avoir cet esprit curieux et créatif. Oui. Et donc, comme moi, je l'ai, je pense, de manière un peu naturelle, mais que j'ai sûrement dû développer avec les voyages, les lectures, etc. Et du coup, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, c'est un peu comme tout, il faut apprendre. Et donc, je vais apprendre sur le terrain. Donc, du coup, nous, ici, en France, à l'époque, moi, j'étais à Paris, il y a plein d'organismes sur lesquels tu peux te rapprocher. Donc, du coup, j'ai été voir ces organismes, j'ai discuté, je me suis fait mon propre avis. J'ai vite vu, donc ça, c'est vraiment mon avis, hein, j'ai vite vu que je perdais peut-être plus de temps à aller dans ces organismes pour avoir des réponses plutôt que moi faire mes propres recherches et avoir donc du coup mes propres réponses. Donc, du coup, j'ai limité d'aller voir toutes ces sociétés, ces fondations, ces associations qui peuvent nous aider, soi-disant, parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Donc, du coup, je me suis dit, moi, je vais plutôt me focaliser sur mon projet, je vais me focaliser sur ce que j'ai envie de faire, ce que je veux apporter dans notre société, plutôt que d'aller chercher des sous à droite à gauche. Et donc ça, tu vois, ça a été une décision purement intuitive. Et je crois que j'ai vraiment bien fait, parce qu'à l'époque, quand moi, j'étais dans cette démarche-là, j'étais en train de faire ce qu'on appelle une étude de marché.
mais j'avais jamais fait d'études de marché. Donc, j'ai fait une étude de marché comme moi, j'imaginais une étude de marché. Et en parallèle de ça, j'avais des copains aussi qui étaient en train d'essayer de créer une entreprise et qui, pour le coup, eux, faisaient toutes ces démarches dont je te parlais. Donc, ils passaient du temps. Et en fait, je me suis aperçu justement avec le temps que eux avaient passé trop de temps à aller faire ces démarches. Et donc, moi, j'avais gagné peut-être 2-3 ans sur eux. Tu vois, puis il y en a plein, en fait, qui ont dû arrêter même leur entreprise parce que tout le temps qu'ils avaient mis pour avoir un tout petit peu d'argent, moi, j'avais déjà développé, en fait, mon projet, quoi. Donc, et là, Et les démarches administratives sont quand même assez longues dans votre région, un peu plus que nous ici, là, oui. Ah ouais, ok. Ah ouais. Et donc voilà, en fait, moi, ouais, c'était vraiment très intuitif et dans l'expérimentation. Et donc, je me suis fait comme ça, tu vois, parce que je trouve qu'on n'est pas chef d'entreprise et j'ai appris sur le tas. Au départ, c'était dans le monde du tourisme. J'ai découvert au bout de 3 ans que le monde du tourisme ne me correspondait pas dans les valeurs de ce qui était véhiculé, dans leur façon de travailler, dans le… Tu sais, j'avais le sentiment qu'il y avait plus de requins qu'autre chose, en fait, qu'il n'y avait pas une vraie collaboration entre, soi-disant, des personnes qui sont concurrentes, mais moi, je ne les voyais pas comme des concurrents. Eux me voyaient vraiment comme un concurrent, comme quelqu'un de nouveau qui a envie de prendre des parts de marché, tu sais, dans le monde du tourisme. Et moi, je venais un peu en mode fleur bleue. Non, au contraire, c'est génial. Il faut faire découvrir aux gens ma façon de voyager. Voilà. Et donc, au bout de 3 ans, ça m'a un peu… J'étais déçu, en fait, de ce que j'ai découvert du monde du tourisme. Et je me suis dit, je vais m'orienter vers quelque chose qui me fait plus vibrer. Et ce qui me faisait vibrer, c'était ce chemin de la connaissance de soi et du développement personnel. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre à contribution mes talents, mais pour les médecines alternatives, pour les médecines douces, pour le développement personnel. Et je vais essayer d'en parler du mieux que je peux pour enlever toutes ces fausses étiquettes qu'il pouvait avoir à l'époque. Nous, en France, par exemple, à l'époque, donc il faut remonter en 2003, quand on parlait de mots yoga, méditation, bien-être, certaines personnes pensaient qu'on avait créé une secte. Tu vois ? Donc, moi, j'avais envie de dire, non, en fait, pas du tout. C'est des choses qui sont complémentaires avec notre médecine traditionnelle. Autant en parler du mieux qu'on peut. Et donc, voilà, je me suis lancé là-dedans, mais sans trop connaître s'il y avait vraiment un marché qui était identifié. Et je me suis aperçu, au bout de quelques années, que j'avais créé aussi ce marché en France, qui est maintenant se développe de plus en plus, et tant mieux. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait peut-être un salon, un congrès qui était autour du bien-être et des médecines alternatives. Et maintenant, je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'il y en a quasiment dans tous les départements en France. Donc, tu vois, en une espèce de 15-20 ans, ça a quand même vraiment bien progressé. On est encore très, très loin de la majorité, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait 30 à 40% grand maximum de la population qui soit ouverte d'esprit et qui s'intéresse un peu à tout ça. Et puis le reste qui est un peu encore trop conditionné par la télé, par nos études, par les politiques, par plein de choses. Mais ça avance de plus en plus quand même dans ce sens-là. Donc je pense que si on refaisait une interview d'ici une quinzaine d'années, on aura encore plus de personnes qui auront pris des prises de conscience et à tous les niveaux, que ce soit la santé, l'environnement, l'éducation, le bien-être. Il y a vraiment des prises de conscience qui s'accélèrent d'année en année, mais c'est difficilement mesurable. C'est pas évident de mettre des chiffres précis en fait dessus, mais tous ceux qui sont dedans, on le ressent et on sent que ça s'accélère. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est aussi à l'échelle de la planète. Donc c'est plutôt chouette de savoir ça, quoi. Oh oui, ça c'est vrai. Et après ça, justement, comme tu dis, moi je trouve ça vraiment inspirant. J'espère que ça va inspirer autant les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés ou les personnes qui vivent des difficultés à l'école, comme de quoi qu'on peut réussir très bien justement dans la vie, comme tu disais, si on est curieux, si on décide d'expérimenter et d'oser d'écouter son intuition. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas non plus beaucoup. Oui. Je dirais en éducation que c'est bien d'écouter son intuition et de se connecter à son intuition, mais pourtant, c'est hyper important. Puis il y en a qui vont dire, j'en ai pas d'intuition, mais ça se peut parce qu'on n'est pas habitué justement de l'écouter, mais on en a tous une. Alors, c'est hyper important justement de se découvrir et ensuite, après ça, quand on se découvre, essayer d'aller oser expérimenter pour créer, comme tu dis, la vie qu'on veut. Tout à fait. Et ensuite, toi, tu as créé quand même beaucoup de choses, mais aussi tu as porté un message, comme je disais, au niveau de l'éducation. Alors, tout le message, tu as donné une conférence par rapport à ça et même tu as créé un magazine. Et c'est quoi la motivation qui t'a poussé à dire que tu créerais un magazine en innovation qui s'appelle Innovation de l'éducation? Je vais le montrer pour les gens qui veulent le voir. Alors, ça, c'est le magazine numéro 1 et le numéro 2.
et le troisième va suivre bientôt. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à dire que tu vas créer un magazine qui parle justement juste d'éducation? Ben, comme je te le disais, on a mis en place 2 événements. Donc, il y a le Oui, Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation. oui, Il y a le film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et oui. donc, toutes les actions qu'on mène dans l'éducation depuis 8 ans maintenant nous montrent très clairement qu'il y a énormément de solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Sauf que personne n'est au courant parce que le mainstream ne s'empare pas du sujet, parce que les politiques n'en parlent pas, parce qu'il y a très très peu de magazines qui sont tout le temps des initiatives citoyennes, hein, c'est tout le temps des initiatives privées, très peu de magazines distribués à grande échelle, tu vois, qui parlent de tout ça. Oui. Et nous, on le voit, si tu savais le nombre de milliers de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont des solutions, mais juste géniales. Je vais te donner un exemple pour que ça parle aux gens. Il y a une dame qui s'appelle Anne-Marie Guignard en France et qui a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9. Donc c'est un défi, c'est comme un défi, puis le chiffre 9. On trouve ça facilement sur Internet. Et sa méthodologie permet à n'importe qui en une semaine de ne plus faire de faute d'orthographe. Okay. Ce qui est quand même phénoménal. C'est pas un article dans tes revues, ça, justement? Dans ton magazine? Si, on en parle. Ouais, on en parle. Oui, OK. Ouais. Et donc, pour moi, c'est dingue que personne ne soit au courant et que l'éducation nationale ne s'empare pas de cette méthodologie qui a été validée en plus par des scientifiques et par des chercheurs, tu vois. Et c'est ça que nous, on voit. Donc, c'est juste un exemple parmi des milliers. C'est ce qu'on voit depuis 8 ans. Il y a tous ces professionnels-là qui sont des civils, en fait, des citoyens, qui ont créé des méthodologies avec leur réseau, leur connexion, leur talent, leur expérience et qui fonctionnent. Donc ça, c'est vraiment notre grand leitmotiv. Le deuxième leitmotiv, c'est de semer des graines. Ça, je vois que ça fonctionne, en fait, de semer des graines. Tu vois, quand tu sèmes une graine, tu sais que globalement, elle va pousser à un moment donné, quoi qu'il arrive. Que ce soit maintenant ou dans 20 ans, de toute façon, cette graine, elle a été semée. Et moi, c'est ce que je me plais à faire, en fait, maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est de semer des graines, que ce soit dans le monde du bien-être ou dans le monde de l'éducation. C'est d'essayer d'apporter un peu un regard différent. Et tu sais qu'à un moment donné, de toute façon, ça va germer. Et nous, c'est ce qu'on fait à travers les événements, à travers le film, et on voit que ça fonctionne. On le voit déjà physiquement sur les événements quand on est présent. Déjà, c'est juste magique de voir 15 000 personnes pendant 3 jours, tous connectés de la même façon, qui ont tous envie que les choses avancent et qui, en plus, font preuve d'initiative. Donc, ce n'est pas juste des spectateurs qui viennent s'abreuver d'informations, mais c'est aussi des gens qui se bougent chacun de leur côté. Et quand ils se rencontrent, ces gens, parce qu'il n'y a pas vraiment de lieu où tu te rencontres comme ça dans l'année, quand ils se rencontrent, il y a une magie qui opère, tu vois, parce que ils se connaissaient pas, ils découvrent qu'ils sont complémentaires dans ce qu'ils font, et donc du coup, ça met en place peut-être d'autres projets. C'est des écoles qui vont se créer, c'est plein de choses. Et maintenant, depuis notre 6e édition du festival, ce sera en septembre 2022, et depuis 2-3 ans, on a même maintenant le monde institutionnel qui vient dans nos événements, c'est-à-dire l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, il y a des gens de l'UNESCO aussi qui viennent, il y a des fondations, il y a des associations, il y a, voilà, enfin, tout le monde institutionnel, pas tous, hein, évidemment, mais en tout cas, ils viennent de plus en plus. Et c'est ce que je trouve encore super, c'est que le monde institutionnel et les citoyens qui créent comme ça des solutions, mais ils n'ont jamais l'occasion de se rencontrer dans la vie. C'est quasi impossible à un moment donné qu'ils se croisent. Et là, magie, ils se croisent dans un type d'événement comme le nôtre, dans une ambiance qui est hyper saine, hyper sympathique, très, très joviale. Et voilà, il se passe encore des choses. Tu vois, ça permet au monde institutionnel de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et ça permet aux citoyens qui ont créé des initiatives de les rencontrer et peut-être d'imaginer des choses à plus grande échelle. Et pour donner un exemple de l'impact que ça peut avoir, et ça, je ne l'aurais pas imaginé il y a même encore 1 an en arrière, nous, là, en France, on a un député qui est en train de mener une expérience dans plus de 800 écoles de méditation de pleine conscience, d'empathie et de bienveillance. Et ça, il y a à peine 1 an en arrière, je te dis, ce n'était pas imaginable. Et quand on a un responsable politique qui prend ça à main levée et qui communique dessus et qui a envie de faire un rapport très sérieux pour montrer les bienfaits, et en plus, par la suite, de pouvoir les appliquer et de les intégrer dans notre système éducatif, pour moi, ça montre, tu vois, que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. C'est qu'à un moment donné, peut-être que ce monsieur, il est venu il y a 5 ans en arrière, tu vois, il y a cette graine qui s'est semée en lui, et puis maintenant, il est passé à l'action, et il essaie lui aussi maintenant de faire bouger les lignes, quoi. Et c'est ça, en fait, voilà, c'est aussi ça qui nous anime, c'est semer des graines. Donc, c'est merveilleux. J'espère que ça va être comme ça un peu partout dans le monde, au Québec aussi, qu'on va pouvoir créer un pont entre le ministère et les éducateurs et même les parents éducateurs.
et justement que peut-être ça va inspirer les gens, comme tu dis, à voir qu'il y a d'autres manières de faire l'éducation, il y a d'autres façons d'éduquer. Et peut-être à ce moment-là, peut-être, comme tu dis, de mener une expérience, comme lui, ça l'a inspiré à mener une expérience. Mais encore là, comme tu disais, c'est basé aussi un peu même sur la Finlande qui font ça. Là. Eux autres, ils ont décidé d'inclure dans leur programme éducatif les cours de méditation, de la bienveillance aussi, l'empathie. Alors ça, c'est des notions qui sont maintenant enseignées aussi aux enfants pour mieux comprendre l'autre, pour mieux se comprendre aussi. Et aussi pour s'écouter, apprendre à justement écouter nos signes qui se déroulent à l'intérieur de nous pour mieux comprendre notre corps. Alors, peut-être que le député, comme tu dis, est inspiré de tout ça et qui mène une expérience et j'espère que justement, ça va faire bouger les choses en éducation parce que c'est quand même très, très important. Puis, c'était mon autre question, justement. Est-ce qu'il y a du monde, finalement, des gouvernements, des ministères qui vont se décider à aller dans tes événements ou s'abonner au magazine pour voir, justement, qu'il y a d'autres possibilités en éducation? Mais tu as déjà répondu et je suis bien contente, honnêtement, d'entendre ça, de voir que quand même une ouverture. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas à quel point ça va bouger, hein, parce que des fois, ça peut être long, même si on sème des graines, mais au moins, il y a une ouverture. Je peux même aller plus loin, hein, parce que l'UNESCO, par exemple, nous a contactés l'année dernière. Ils veulent être partenaires de nos événements. Et donc ça, tu vois, pareil, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable, je pense, il y a encore 2-3 ans en arrière. Il y a ça. Alors là, il faut remonter il y a 4 ans en arrière. On avait la directrice de la DGESCO. Alors la DGESCO en France, c'est le département Innovation et Éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et qui venait depuis quelques années au festival et qui m'avait appelé en me disant votre festival, il est génial. Sachez que moi, au sein du ministère, j'essaye aussi de faire avancer les lignes. Donc ça, c'est un message qui est important. Et ça, je m'en suis rendu compte avec les années. C'est que finalement, dans toutes les strates de notre société, il y a toujours des gens comme toi et moi, bienveillants, humbles, et qui essayent de faire avancer les choses de manière positive, tu vois. Et ça, il faut le conscientiser, il faut que les gens le sachent. C'est que même au sein du ministère, même au sein des gouvernements, même au sein de toutes ces institutions, il y a toujours des gens bienveillants, tu vois, qui essayent à leur manière de faire bouger les choses de manière positive. Et donc, nous, on est de plus en plus en contact, du coup, avec ces gens, parce que je pense qu'ils cherchent aussi, j'allais dire des alliés, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, peut-être se rapprocher d'univers, de personnes qui font la même chose, mais à d'autres degrés. Et puis, l'autre point qui me semblait important aussi, c'est que le fait qu'il y ait autant de monde qui viennent donne envie aussi à ces personnes d'organiser des festivals dans leur ville, dans leur pays, tu vois, là où ils sont. Et ça, moi, je trouve ça génial. Je rêve qu'il y ait, au même titre qu'il y ait quasiment un salon du bien-être dans tous les départements en France, mais je rêve qu'il y ait au moins un salon dans le monde de l'éducation dans tous les départements de France. Tu vois, ce serait juste génial. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que c'est limite une nécessité, tu vois. Oui. Ah oui, puis c'est comme tu dis, surtout même moi, je le vois là, parce que je suis comme entre deux mondes. Tu sais, je suis professionnellement formée comme enseignante, donc je sais c'est quoi quand on est dans un établissement scolaire. Et le ministère n'exige pas pareil comme, mettons, de moi quand je suis enseignante que quand je suis un parent. Parce qu'au niveau des parents qui font l'école à la maison, c'est complètement différent. Et des fois, j'ai vraiment de la difficulté à voir les différences que peut-être un parent, des fois, il ne le voit pas, mais moi, je suis comme, non, tu sais, demain matin, je retourne dans une école, tu n'exiges même pas autant de moi que tu exiges comme parent à la maison. Et oui, il y a vraiment, il y a une nécessité, je pense que tout le monde se parle, s'écoute, communique, puis peut-être réajuste un peu les éléments pour... Parce que des fois, on oublie, tu sais, à quelque part, là, tous ceux qui payent là-dedans et tous ceux qu'on veut aider, c'est les enfants, c'est l'éducation. Donc, c'est ça. Alors, c'est important de se parler puis de dire, hey, attends un peu, là, c'est pas une chicane de hiérarchie, c'est pas une chicane de on veut pas que tu fasses telle affaire. Tu sais, à quelque part, on veut le bien-être puis on veut que les enfants, justement, s'épanouissent et développent leur plein potentiel. Alors ça, là, c'est vraiment important. Moi, je suis d'accord avec toi et j'embarquerai. Je le ferai peut-être pas tout seul au Québec, mais si quelqu'un veut le faire à partir d'un événement comme ça, je serais bien partante qu'on discute un peu plus au niveau de l'éducation pour qu'on ouvre les horizons encore plus et qu'on voit qu'il y a plusieurs possibilités et d'ajuster en pensant tout le temps que l'important là-dedans, l'acteur, c'est l'enfant, là. C'est ça. Mais je pense qu'on va y venir, hein, parce que, tu sais, dans les abonnés du magazine Innovation en Éducation, c'est un magazine où on peut s'abonner partout dans le monde, parce que ce n'est pas un magazine que tu trouves en kiosque. Et on voit dans les statistiques, là, on a dépassé la barre des 6000 abonnés. Et on voit qu'il y a beaucoup d'abonnés au Québec, justement. Donc, je me dis, tu vois, en apportant cette information, on continue à semer des graines. Et il se peut que ça mobilise davantage de personnes au Québec pour organiser des événements. Donc ça, c'est
je pense que ça va y contribuer, vraiment. Ah oui, j'espère. Et dans tout ça aussi, toi, comme tu parles souvent aussi du bonheur, tu as aussi quand même créé, et là, on va le montrer aux gens, les cartes du bonheur. Parce que là, on sait que tu as créé aussi le film, ça, on en a parlé. Et s'il y en a qui veulent le voir, j'avais laissé tous les liens, mais il y a aussi les cartes du bonheur que tu avais fait parce que c'est un jeu qui peut se faire aussi à la maison. Donc, même pour les parents, on n'a pas besoin d'être éducateur, être enseignant, n'importe qui peut avoir ça aussi à la maison. Tout à fait. Oui. En fait, le jeu de cartes s'appelle C'est quoi le bonheur pour Oui. vous? Donc, c'est le même nom que le film C'est quoi le bonheur pour vous? Oui. Et notre idée, ça a été même plus loin, en fait, c'est qu'on puisse jouer dans le monde de l'entreprise, dans les écoles, en famille, avec des amis, avec des inconnus. Oui. Et ça nous a mis 2 ans pour créer le jeu. Et on essaye ce qu'on a envie, c'est que les gens apprennent à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels ils vont jouer, mais tout en rigolant et en passant un bon moment. Et c'est ça qui nous a mis un petit peu de temps, c'était de trouver la bonne mécanique pour que ce soit pas un jeu qui soit assimilé, tu sais, un jeu de développement personnel ou de connaissance de soi, mais qui reste un jeu qui est avant tout un jeu, donc ludique et rigolo. Et donc de trouver le bon équilibre entre je m'amuse et en même temps, finalement, j'apprends beaucoup de choses sur moi et sur les autres. Ça a été un peu challengeant et finalement, c'est une aventure incroyable qu'on est en train de vivre parce que le jeu, il est sorti au mois de décembre 2020, donc tu vois, ça fait pas longtemps. Et là, on vient de terminer une dernière impression de jeu et on en est déjà à 11 000 copies, tu vois, qui ont été vendues partout dans le monde. Ouais. Et on ne s'attendait pas du tout à ça parce que ce n'est pas notre métier, tu sais, de créer un jeu de cartes. Donc, nous, on a mis beaucoup d'amour, d'énergie dedans pour que nous, déjà en interne, on soit satisfaits. Mais on ne pensait pas que ça allait aussi bien marcher. On était même un petit peu hésitant, tu vois, à se dire, tiens, la toute première impression qu'on a fait, c'était 3000 jeux. Et on se demandait si ça allait plaire aux gens. Et tous les retours qu'on peut avoir sont juste magiques. Le jeu fonctionne super bien. Les enseignants l'adorent. Dans le monde de l'entreprise, les gens aussi l'adorent. En famille, enfin, et on sent que c'est que le début. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, voilà, on livre partout dans le monde. Et le jeu, d'ailleurs, je crois que c'est fait. Il faudrait que je me renseigne. Il faudrait que je demande à ma collègue. Mais il me semble que maintenant, il est disponible sur Amazon au Canada. OK, je n'ai pas vérifié avant l'entrevue. J'avais vérifié, par exemple, il y a quelques jours et il n'était pas encore arrivé, par exemple. Peut-être, là, on pourrait vérifier après l'entrevue. Je vais vérifier parce que d'habitude, je laisse toujours les liens sous la vidéo, dans la rediffusion, en cliquant sur le plus sur ma chaîne YouTube. Alors, vous allez pouvoir avoir les liens et cliquer d'habitude directement pour vous procurer le jeu de cartes sur Amazon. Mais je pense que je l'ai écrit quand même en bas d'aller voir sur Amazon. Oui, c'est ça, j'ai un lien. Puis j'ai mis le lien un peu plus long parce qu'il est sur ton site bonheur, www.citationbonheur.fr. Mais j'ai ajouté le lien au complet avec Product, jeu de cartes, c'est quoi le bonheur? Parce que l'autre fois, moi, quand j'étais allée sur le site, j'avais trouvé un peu difficile de trouver directement le jeu de cartes pour me le procurer. Mais en mettant le lien direct, vous allez arriver sur l'endroit pour acheter vraiment le jeu de cartes si ça vous intéresse. Alors, c'est vraiment un jeu de cartes intéressant parce que, comme tu disais, c'est ça, n'importe qui peut le faire, mais c'est aussi plaisant et c'est une manière de se découvrir un et l'autre et une manière d'avoir un peu plus de bonheur aussi parfois là, dans la famille ou à la maison ou à l'école aussi avec nos élèves. Quand on est enseignant aussi, changer la dynamique de classe, ça peut être intéressant, là. Oui, complètement. Et c'est génial d'ailleurs, là, pour le magazine numéro 3 qui va sortir au mois de juillet, on a contacté justement des enseignants qui ont le jeu et qui y jouent pour leur demander un petit peu comment ça se passait. Et c'est super de voir le retour, mais ils sont les premiers à être étonnés de voir en fait ce qui se passe, la mécanique qui se met en place dans la classe, de découvrir, en fait, ils redécouvrent même un peu leurs élèves et sur toutes les tranches d'âge. Donc, ça me donne encore des frissons. C'est vraiment magique de voir que ça marche bien et que ça apporte du bonheur et que ça permet aux gens de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. Donc, c'est chouette. Merci la vie, comme je le dis souvent. Oui, parce qu'à base, c'est pas que, tu sais, quand tu as fait le film, comme tu dis, là, tu étais assis dans un salon, tu discutais avec une fille comme ça, du bonheur, puis c'est à partir de là le projet qui a fait finalement un film et qui finalement donne aussi un jeu de cartes aujourd'hui. Donc, c'est pas toi qui dis, moi, c'est sûr, je vais faire un jeu de cartes, ça va être vendu partout dans le monde. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, on peut peut-être rappeler aux gens, le film, il est en accès gratuit sur YouTube. Vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous sur YouTube et vous tomberez sur le film. Oui, je pense de toute façon, il y a tous les liens, comme je dis, dans tous les liens de rediffusion, j'avais mis le lien pour ta chaîne YouTube et il y en avait un sur C'est quoi le bonheur. Et oui, je vous invite d'aller le voir, c'est intéressant. Et même j'ai eu, c'est vrai, j'avais noté un témoignage que je voulais te partager de quelqu'un qui m'a écrit, elle demeure en France, là, elle avait écrit j'ai vu C'est quoi le bonheur pour vous?
Je suis sortie de la salle bouleversée et grandie. Un questionnement, un cheminement qui ne laisse pas indifférent. Alors, quand elle a su ça, que je te rencontrais, elle a vu ça dans les publications qui ont passé sur Facebook, c'est ce qu'elle a écrit cette semaine. Puis j'avais trouvé ça beau parce que je trouvais que c'est un témoignage par rapport à l'expérience qu'elle avait vécue, elle, en salle. Moi, je l'ai vu sur ta chaîne YouTube, C'est quoi le bonheur? Et oui, c'est vrai que même moi, on se rend compte que finalement, on est très petit aussi dans la société. On se rend compte que, oui, on a des définitions, mais on est quand même 7 milliards d'humains, 7 milliards de définitions, 7 milliards qui vont définir le bonheur différemment. Et quand on commence à écouter toutes les définitions de tout le monde, ben, on voit que c'est ça, le monde est beaucoup plus grand, plus vaste qu'on pense. Puis on voit qu'il y a tellement des perceptions différentes. Ça aide justement à s'ouvrir à la diversité, à mieux se comprendre un peu. En tout cas, on essaie de se comprendre, mais on voit des fois pourquoi que, la personne, c'est pas qu'elle pense différemment, mais c'est juste sa perception qui est différente de la situation. Mais en fait, souvent, on parle du même sujet et c'est ça qui était vraiment intéressant. C'était juste une question, là. C'est quoi le bonheur? Puis quand on passe à ça, elle est simple. Mais même moi, je me disais, hey, c'est quoi je répondrais? Je ne sais pas nécessairement. Il y a tellement de nuances avec le bonheur. Alors, c'est quand même un beau film à voir, à découvrir, ceux qui veulent le voir sur la chaîne YouTube, là, qui est vraiment intéressant. Puis comme je te dis, j'ai eu un beau témoignage, là, qu'il fallait que je te le partage quand même, parce que j'ai trouvé ça tellement beau, ce qu'elle disait qu'elle avait été bouleversée, grandie, puis ça lui a amené un questionnement, et c'est intéressant. Bah, tu vois, quand j'entends... Excuse-moi, c'est ça, elle a eu la chance de le voir en salle, parce qu'avant, il était disponible en salle, c'est ça? Oui, mais il est toujours là. La semaine prochaine, je vais dans une salle de ciné, justement, il y a une projection du film. En fait, quand j'entends, moi, des choses comme ça, c'est là où c'est un peu comme mon carburant, c'est un peu comme dans une voiture. C'est ce qui me booste quasiment tous les jours à continuer d'avancer, parce que je me dis à chaque fois, quand je fais quelque chose comme ça, s'il y a une personne qui a été impactée, c'est génial. Tu vois, c'est cadeau, parce que c'est une personne qui est impactée, c'est peut-être 10 autour d'elle aussi qui vont être impactés. Et donc, moi, ça me nourrit de recevoir ces témoignages, de savoir que finalement, tout ce qu'on fait, tu vois, ça a un impact et ça participe à faire évoluer les gens de manière positive, à générer des déclics. Et là, très clairement, cette dame, elle a eu un beau déclic, visiblement. C'est magique. C'est vraiment magique, quoi. Et en plus, il faut se rappeler quand même que moi, j'ai commencé avec un téléphone portable. Donc, il y a des scènes dans le film qui sont faites avec mon téléphone portable de l'époque. Donc, pour te dire, d'ailleurs, les gens ne le savent peut-être pas, j'étais seul. J'étais dans tous ces pays, dans les 25 pays dans lesquels j'ai été, les 1500 personnes que j'ai interviewées, j'étais seul. Donc, il n'y avait pas d'équipe de tournage, il n'y avait pas de caméraman avec moi, pas de perchiste. C'était moi et mon sac à dos. Donc, sur mon sac à dos, j'avais un drone, parce qu'il y a des prises de vue aériennes qu'on voit dans le film que j'ai fait avec un drone. Il y en a d'autres qu'on a aussi acheté, parce qu'il y a des banques de données où tu peux acheter des vidéos. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais les lampes qui me permettent d'avoir l'éclairage pour les personnes. J'avais ma caméra, j'avais une deuxième caméra aussi. Et donc, en gros, je partais à peu près avec 20 kilos sur le dos. Et quand tu sais que dans le monde du cinéma, généralement, il y a tout un staff, toute une équipe, tu vois, qui accompagne le réalisateur, le producteur, et tout, etc. C'est bon aussi de rappeler qu'avec très peu de moyens, on peut réussir à faire quelque chose de chouette et qui plaît aux gens, quoi. Donc, s'il y a des personnes qui s'étaient dit, tiens, moi, j'aimerais bien réaliser un film, mais comme tu le disais, j'ai pas les compétences, j'ai pas les diplômes, j'ai pas d'argent, je sais pas comment ça marche, et donc du coup, ils se mettent une limite. Bon, moi, j'étais dans ce cas de figure à l'époque, et comme quoi, on peut partir de rien et réussir à faire un film. Oui, et il n'y a pas écouté justement, comme on disait, là, les limites que peut-être d'autres personnes nous ont imposées quand on était plus jeunes, et maintenant, on peut justement expérimenter et aller un peu plus loin. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, et ça, j'espère que c'est le message qui va être retenu aujourd'hui, que justement, là, d'aller oser essayer, oser d'être curieux, oser expérimenter, oser vous découvrir, ne pas vous mettre de limites, parce que finalement, vous pouvez réaliser de grandes choses et même être réalisateur de cinéma. Plus jeune, là, quelqu'un dirait, tu vas être réalisateur de cinéma, c'est sûr que tu aurais ri, tu te dis, voyons, pas moi, là, mais finalement, aujourd'hui, oui, tu l'assumes, puis c'est ça, là. Ouais, complètement. Ouais. C'est ça que je trouve magique. Ouais. Et tu as raison de le dire, il faut vraiment essayer. Parce qu'au pire, qu'est-ce que tu risques? Pas grand-chose. Ouais. Tu risques de te planter. Et il y a une citation qui dit je ne perds jamais, je ne fais qu'apprendre. Donc, au pire, tu auras appris quelque chose, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant. Oui, c'est ça.
Ben, même moi, je pense que j'en avais publié une que moi, j'avais composée, c'était de voir les échecs comme un apprentissage. Donc, c'est ça, quand on échoue, c'est pas une fatalité. Et il est là, des fois, le problème, parce qu'à l'école, des fois, ça peut être une fatalité. On va dire, ah, ben, t'as tellement échoué que tu dois doubler ou t'as tellement échoué. Ben, nous, on n'a plus le doublement, là. On surfe sur la vague, comme on dit. Mais, quand même, maintenant, tu sais, de pas voir ça comme une fatalité puis de dire, ben non, je vaux plus que ça, tu sais, je vaux plus qu'une note, je vaux plus qu'un résultat, je vaux plus qu'un diplôme, puis je peux accomplir de grandes choses et de ne pas se mettre des limites. Là, j'espère que c'est le message qui va être perçu. Et là, s'il y en a qui veulent te suivre, ben, j'ai mis tous les liens pour la chaîne YouTube et les autres liens aussi pour voir tes événements. Alors, c'est sûr que ceux qui sont dans ton coin en Europe sont plus avantagés que moi pour assister au congrès, au festival. Il y a aussi le lien qui défile encore présentement pour le jeu des cartes du bonheur parce qu'il était plus long. Il y a le lien que j'avais mis tantôt aussi pour l'abonnement au magazine Innovation en éducation. Donc, si vous l'avez manqué, juste aller revoir au début du live, dans le milieu du live environ, que j'ai mis ce lien-là. Et il y avait aussi le lien pour l'École de la vie pour voir le documentaire. Et il y a aussi le Festival de la vie que tu organises. Le festival pour l'École de la vie, précisément. Pour l'École de la vie, oui, c'est ça. Oui, de la vie. Pour moi, l'École de la vie, c'est la vie. Fait que oui, c'est ça. Pour l'École de la vie, en effet. Alors, je te remercie. Est-ce que tu avais un message à dire aussi aux autres ou aux jeunes, justement, qui, comme toi, là, sont à l'école, sont dyslexiques, qui ont de la difficulté? Est-ce que tu aurais un message peut-être pour terminer à leur dire? Ben moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une citation qui est dans mon bureau, qui est de Gandhi et qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et je l'ai dans mon bureau depuis que je suis très longtemps parce que je suis tombé dessus quand j'étais jeune. Et quand je l'ai lu, cette citation, ça a généré quelque chose en moi et je me suis dit « Waouh, mais il a tellement raison ». Et c'est ça, en fait, je pense qu'il est important de conscientiser, c'est que si tu veux un monde différent, donc partons du postulat que si on est 7 milliards sur notre planète, on est peut-être chacun dans 7 milliards de mondes différents. Parce que notre façon de percevoir les choses, nos pensées, notre éducation, notre culture, plein de choses fait que, a priori, on voit quand même les choses de manière très différente. Donc, si on image, on peut se dire qu'on est dans des mondes différents. Donc, si dans ton monde, tu as envie, je ne sais pas, de devenir, par exemple, réalisateur de films, ou tu as envie de plus d'amour, par exemple, eh bien, incarne ça, incarne-le. Quand je dis incarne-le, c'est si tu veux plus d'amour, eh ben, je ne sais pas, rencontre des gens qui, pour toi, inspirent l'amour, lis des livres autour de l'amour, deviens un professionnel de l'amour, c'est-à-dire deviens un expert là-dedans, quoi. Si tu veux que ce monde-là tourne autour de l'amour, il faut que tu mettes du temps et de l'énergie, mais que toi, tu l'incarnes très clairement. Et donc, si tu veux devenir un réalisateur de film, c'est exactement le même process et on peut le multiplier avec plein d'exemples. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment important de comprendre et de conscientiser. C'est que si on veut, donc de manière plus générale, une planète qui tourne plus dans le bon sens, avec plus de bienveillance, plus d'empathie, plus d'amour, tout ce qu'on veut, ben, il faut que nous, déjà, on commence à l'incarner. Et ça part de là. En fait, le changement, il part vraiment de nous. Et pour ce faire, je reviens à ce que je disais pendant notre interview, il faut s'occuper de soi. Donc, conscientiser que c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Donc, à chacun de trouver ce qui est bon pour lui en termes de sport, d'alimentation, de sommeil, de nature, d'exercice de relaxation. Pourquoi pas se couper des informations négatives et se rapprocher plutôt d'informations positives. À chacun de trouver vraiment ce qui le nourrit positivement, ce qui le tire vers le haut et de l'appliquer un peu comme un samouraï, quelqu'un de très consciencieux et de l'appliquer vraiment dans son quotidien de manière très rigoureuse. En tout cas, en essayant de faire du mieux qu'il peut pour tendre vers être la meilleure personne qu'il puisse être. Et ça, tout le monde peut le faire. Je veux dire, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ne peut pas le faire. Alors, il y aura toujours des contre-exemples. Quand je dis ça, j'entends des gens qui vont me dire « Oui, mais la personne qui est née dans un pays hyper pauvre et qui n'a pas de jambes, comment il va faire ?» Il y a toujours des contre-exemples. Mais la majorité des gens, on peut tous à un moment donné reprendre le contrôle sur notre vie en disant « Voilà, moi, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Et maintenant, comment je fais, quoi ?» Et donc, je commence à prendre soin de moi. Le sport, l'alimentation, nanana. Et ça, voilà, il faut le conscientiser et après, il faut l'appliquer. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et si on suit Julien, cette citation-là apparaît dans ton magazine, apparaît partout. C'est une citation que tu aimes beaucoup. Oui. Ah oui, parce que je trouve qu'elle est très puissante. Enfin, si on l'intellectualise et qu'on la conscientise et qu'on la met en pratique, elle est très, très, très puissante.
Oh oui, ah, ça c'est certain. Des fois, il y en a qu'on va dire, OK, ils chialent, mais ils font rien, ils font pas d'action. Ben, c'est justement arrêter de râler, soyez le changement, commencez par changer et après ça, ben, on va pouvoir changer le monde et les autres. C'est ça, Eh oui. exactement. Alors, ben, je te remercie d'avoir participé justement aujourd'hui à l'entrevue et avoir parlé justement d'innovation en éducation et j'espère que ça va avoir inspiré vraiment les jeunes, surtout les jeunes, comme je dis, qui ont des difficultés aussi à l'école, comme de quoi que finalement, c'est pas une finalité, c'est pas là qu'il faut qu'on s'arrête et on peut vraiment se dépasser et réaliser, créer la vie qu'on veut si on prend le temps d'être curieux, d'expérimenter, comme on avait dit justement dans l'entrevue. Alors, oser. Je pense que c'est ça le mot oser. Il faut oser, exactement. Oser. Alors, nous, on se retrouve dans quelques minutes. D'accord? Oui, merci Andrea. Merci. Salut. Alors, tout le monde, ben, c'est un plaisir d'avoir assisté au live, ceux qui étaient présents, et pour les autres qui vont écouter en rediffusion, parce que je sais qu'il y en a qui m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas être là et qui écouteraient en rediffusion, ben, n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires ou à poser des questions. Je vais les lire et je vais vous répondre si vous avez des questions. Et on se retrouve jeudi prochain, 14h, heure du Québec, 20h, heure de France, pour le dernier live. Et oui, c'est une annonce que je vais faire. C'est un dernier live. Je vais prendre une pause pour l'été. Et ensuite, je vais vous annoncer qu'est-ce qui s'en vient. Et dans ce live-là, je vais vous parler de 5 faits sur le yoga parce que le 21 juin, c'est la journée internationale du yoga. Et parfois, le yoga est vu simplement comme des postures à faire dans une séance de yoga, mais c'est un peu plus que ça. Et je tenais vraiment à parler de 5 faits pour aller un petit peu plus loin dans le yoga. Alors, c'était Andrea Girard, consultante pédagogique, et je vous retrouve jeudi prochain pour les jeudis avec Andrea Girard. Bye!